rassure, on est très nombreux, mais on a le même temps que la première table. Ne paniquez pas. On a plein de choses à dire et vous entendez plein de faire. Parce qu'effectivement, cette seconde table ronde, le titre officiel, c'est des enjeux du financement des interventions non médicamenteuses. Alors, je ne sais pas si on m'a coupé cette table ronde parce que j'étais la trésorière de NPS, parce que je suis la directrice générale de la seule fondation sur la maladie d'Alzheimer qui finance les IMM via un appel à projet. Je vous remercie. Je vais faire un petit message en tout cas. Mais je suis accompagnée par du beau monde puisque nous avons des représentants de patients, des financeurs, la CNSA. Et ce que je vous propose pour commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet, peut-être que chacun d'entre vous, vous nous disiez comment vous soutenez la recherche et l'innovation dans le domaine des interventions médicamenteuses. Alors, je propose que vous commencez à dire. Oui, avec plaisir. Je suis Catherine Silobert, je préside la commission de santé politique de santé à la Ligue nationale contre le cancer. Je suis ici à la commission de la transparence, à la HAS, et conseillère à la Ligue. Je connais un peu les financeurs et l'évaluation. Donc, effectivement, la Ligue, d'abord, c'est la recherche. Et donc, il y a le soutien de la Ligue pour les INM, et essayer de cadrer des référentiels pour justement dissocier les INM, et vraiment avoir cette base scientifique pour ne pas tomber dans les dérives en santé, tout simplement. Ça a été aussi une réflexion à la CNIN, avec les recommandations sur les caisses sociales qui ont été félicitées par le médecin chef à l'époque de la Caisse nationale d'assurance maladie. Justement dire qu'il fallait que ce soit au départ un professionnel de santé. Et je peux dire que vous avez été pionnier à la Ligue, effectivement, sur ce qu'on appelle les soins de support, mais c'est et après, les autres volets, c'est les soins de support, évidemment, l'accompagnement avec les recommandations de l'Institut national du cancer, dissocier les soins de support qui sont des soins entiers, et qui aussi génèrent des économies d'efficience à la CNIN, puisque bien gérer ces séquelles, c'est une reprise du travail plus tôt, c'est moins d'indemnités journalières, c'est moins de transport pour la maladie. Donc, c'est cette vision un petit peu sociétale que nous regardons à la Commission Société et Politique de Santé, qui préside, et nous travaillons là-dessus. Et là, dans un deuxième temps, enfin, troisième temps, une fois qu'on a des données solides, eh bien, on fait des plaidoyers. Et là, donc, nous montons au créneau vers les financeurs, mais aussi les politiques, pour essayer de faire bouger les lignes, améliorer les prises en charge et prouver que certaines techniques, que je vais en citer une, par exemple, des aberrations de financement, par exemple, cancer du sein, kiné, pour la chirurgie du sein. On va parler que de cela. Il y a une loi cancer du sein qui a été votée le 7 février. Et là, eh bien, quand on a une mastectomie bilatérale, le kinésithérapeute ne peut pas faire l'acte pour l'instant et pour l'autre côté en même temps. Voilà. Donc ça, déjà, c'est des financements qui vont à l'encontre de l'intérêt des patients. Mais il y en a d'autres dans la radiothérapie. Et donc, justement, il y a une grande étude analytique sur la radiothérapie qui parle aussi de soins de support et d'IMM pour justement gérer les essayer, en fait, alors moi je suis une patiente avec 36 années d'immersion complète dans le système de santé, donc j'ai quand même un regard de l'intérieur et de l'extérieur. Mais c'est surtout qu'il faut regarder tous ces financements qui sont à l'encontre de la qualité de vie et du patient. Et ça, c'est l'efficience, et je crois qu'on a un chantier au niveau de notre... Parce qu'on parle beaucoup d'économies, mais les économies sont possibles. Alors, c'est le sujet même de votre place, si vous permettez, on va passer tout de suite la parole à ProBTP, peut-être pour vous nous expliquer comment vous soutenez aussi au quotidien cette recherche et cette innovation dans le domaine des IMM. Oui, bonjour à tous. Alors, je crois qu'on est l'un des premiers partenaires historiques de NPS pour la création de l'outil qui permet d'héberger le référentiel dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'on a cru très rapidement à ce dossier. Peut-être, avant de revenir là-dessus, je voulais juste dire un mot. Et pour BTP, on représente ici les financeurs privés. Hein, on avait un sur la table ronde précédente tout à l'heure qui était Harmonie. Je représente pour BTP, comme il y a beaucoup d'autres acteurs sur le marché. Ce qui va nous singulariser, je ne suis pas là pour faire la publicité pour côté, peut être tout que vous allez comprendre derrière, mais c'est qu'on est une famille. En fait, on se destine à une grande BTP, et il y a un lien familial qui est très très fort. Autrefois, c'était les bâtisseurs de cathédrales avec le compagnonnage, etc. Et vous avez des logiques de solidarité professionnelle qui sont très fortes. Chez nous, quand on encaisse 100 de cotisation, il y en a plus de 2% qui sont versés en action sociale pour aider justement tous les problèmes, les enjeux d'accompagnement, etc. Et dans cette action sociale,
ce qu'on a développé depuis maintenant pas mal d'années, ce sont des enveloppes de réserve pour identifier tous les cas qui sortent des cases bien établies. Et finalement, ce qu'on a pu constater là-dedans, c'est qu'il y a plein de choses qui existent. Alors, il y a les problèmes classiques de complémentaire, de soins, etc., bien normés, parce que c'est du dépassement de l'horaire, parce que c'est, etc. Mais on a pu également constater derrière qu'il y a des besoins réels qui existent et qui ne sont pas financés, qui ne sont pas assouvis. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, quand on a traité un ou deux cas individuels, on ne peut pas traiter, en tant que financeur, on ne se considère pas comme suffisamment expert pour aller plus loin que nous-mêmes. Là, on a fait référence à une logique d'intelligence collective, en disant il y a une problématique, on a identifié comme ça les jeux d'INM, et derrière l'enjeu, c'était de trouver qui est expert, qui peut amener une solution, qui peut développer la solution. Et c'est comme ça qu'on est arrivé finalement à financer. Donc, vous voyez, je fais une boucle par rapport au point de départ, mais c'est parfaitement logique. C'est parce qu'on a identifié des besoins, on a été chercher une intelligence collective dans une structure dont on pense qu'elle a la capacité et la compétence pour faire monter et progresser ces domaines, que derrière on accompagne les NPS. Et on reviendra sur les nombreux enjeux, je crois que nous partageons sur nos deux structures. La CNSA peut-être? Donc moi, je travaille à la CNSA et plus particulièrement sur le centre de ressources et de preuves qui est un nouvel objet de notre chimie, avec cet enjeu d'impact qui a été beaucoup évoqué sur la table ronde précédente, et aussi à cette notion d'efficience, c'est-à-dire comment est-ce que chaque euro dédié à la politique de prévention sur le champ de l'âge peut avoir le plus d'efficacité possible. Et les CNM, en tout cas, cette logique de validation des interventions qui sont mises à disposition des personnes, notamment à travers des conférences des financeurs, la CNSA pilote et anime via ce qui s'appelle la commission des financeurs de la perte d'autonomie, une politique publique dédiée à cette prévention de la perte d'autonomie. C'est 200 millions d'euros par an qui sont mis à la disposition des départements et des ARS et qui viennent soutenir des actions locales de prévention de la perte d'autonomie. Notre enjeu, c'est de se dire comment est-ce que financeurs et porteurs d'actions ont accès à cette connaissance des IDEM pour qu'ils s'en emparent côté porteurs de projet, c'est-à-dire qu'ils proposent des actions qui sont étayées, évaluées, et côté financeurs qui les connaissent, qui sachent que pour travailler plus spécifiquement sur le chute, il vaut mieux mettre 5 000 euros sur cette action-là, sur ce protocole-là, plutôt que 5 000 euros sur autre chose. Donc, notre jeu, c'est une mission à la fois de capitalisation, c'est-à-dire aider à rassembler ces connaissances-là, et un enjeu de diffusion, puisque une des spécificités de ce champ, c'est qu'une partie importante, à la fois de ceux qui réalisent les actions, mais aussi ceux qui décident dans les départements, pas cette connaissance et pas la formation initiale qui leur permet de faire des choix éclairés. Donc, c'est l'enjeu de la CNSA et c'est notre soutien à la MPS et avec cette démarche. Merci, M. Leroux. Vous vous rendez compte que juste avec 3 intervenants déjà, on a soulevé d'autres enjeux que le problème du financement. On a parlé de la méconnaissance, on a parlé de la formation. Ça nous intéresse beaucoup. Et peut-être qu'avant de passer la parole à la CNAM, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis de l'Union des professionnels de santé que vous représentez. Je pense que c'est pour cette table que vous avez plaidoyer du public et d'autres qui sont là plus pour financer, mais en finançant de façon éclairée. Je ne sais pas ce que c'est, donc merci de me donner la parole. Donc, je suis Sébastien Guérin, je suis le président de l'UNPS. Je vais déclarer un conflit majeur parce que je suis aussi kinésithérapeute de la Fédération française des bassins kinésithérapeutes rééducateurs. Et donc, forcément, depuis le départ avec Grégory, très enclin aux travaux que le NPS porte, parce que ça fait beaucoup de sens pour l'ensemble des organisations syndicales que je représente, puisque j'embarque avec moi finalement toutes les organisations des professions de santé libérales, donc plutôt le versant de soins de ville, où nous sommes confrontés quand même depuis un certain nombre de temps maintenant, effectivement, à un grand nombre de déviances. Et là, pour nous, il y a un réel enjeu avec des pratiques alternatives, appelons-les comme ça, qui emploient de plus en plus les mêmes codes que les professionnels de santé, donc une jolie plaque en laiton à l'entrée du cabinet, une belle table d'examen, une blouse professionnelle, des cartes de visite avec des mots qui se terminent par thérapeute, hologue, etc., etc., et qui de plus en plus
s'installe dans l'environnement médical, notamment dans les maisons de santé pluridisciplinaires, qui infiltrent petit à petit les collectivités professionnelles territoriales de santé, toutes ces organisations étant financées par mon voisin de gauche. Si vous ne savez pas où trouver les sous, je vais le dire sans idée. Après, l'organisation institutionnelle, On va j'ai l'habitude de porter tout. Parce que je fais partie des gens qui vont dans les réunions et qui vont au hôpital. Mais il ne faut pas croire que la CNAM, c'est le bon Dieu et qu'elle décide tout seul. Voilà. Mais tu le sais, Sébastien. Entier, sans- Sinon, tu n'irais pas voir les ministres pour avoir ce que tu veux. Donc voilà, je vais essayer de garder le propos, mais un premier enjeu qui est vraiment de sacraliser ce qui est du soin, et c'est très bien dit sur la table ronde précédente par mon collègue, du bien-être, et la frontière est parfois ténue. Et encore, quand ça reste dans le bien-être, c'est pas très grave, à partir du moment où on n'essaye pas d'extraire le patient de son parcours de soins, et ça c'est un réel sujet et un réel enjeu. Un autre sujet qui est aussi, et quand je parlais des mêmes codes, le financement. Et on voit de plus en plus de complémentaires. Et ça a été un petit peu la course à l'échalote avec le contrat responsable, où les organismes complémentaires en compétition les uns avec les autres cherchent à se démarquer et à quelque part répondre aux attentes et à la demande des usagers qu'ils assurent en remboursant un certain nombre de ces actes. Donc pour nous, l'enjeu il est majeur, c'est évaluons tout. Ça a été aussi un combat pour nous en interne, parce que quand Grégory a commencé ses premières publications, je ne vous cache pas que du côté des organisations syndicales professionnelles, certains me sortent les griffes, en se disant, mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là, il veut à tout prix faire l'apanage de ces pratiques déviantes. Non, l'idée, c'est de les évaluer scientifiquement, de faire le tri entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et à partir du moment où il y a de la preuve scientifique, eh bien, quels moyens on a justement pour accompagner les patients dans ce sens. Et pour ça, Grégory le fait, il a tout mon soutien. Et on essaye d'acculturer un maximum, en tout cas, les organisations syndicales professionnelles en ce sens, parce que l'enjeu pour nous est réel et majeur. Mais il y a quand même nécessité d'une prise de conscience collective, et je le disais un petit peu en rigolant tout à l'heure, mais pas que quand même, parce que on sait aussi que ces professionnels, disons, je l'ai dit tout à l'heure, des pratiques alternatives, ont plus de temps, sont plus disponibles. Aujourd'hui, il y a des réelles difficultés et enjeux d'accès aux soins chez les professionnels de santé. Ces professionnels vont avoir plus de temps à consacrer aux patients, vont être peut-être un petit peu plus à l'écoute, ou en tout cas donnent l'impression d'eux, et ce qui leur permet aujourd'hui de surfer sur une vague qui est intéressante pour eux, dans un climat de défiance, là aussi, de l'usager vis-à-vis de la médecine, au sens large du terme. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec parfois des gouvernements élus démocratiquement qui remettent en cause la science. Donc voilà, vrai sujet de fond pour nous et on prend ça très très au sérieux. Alors, à Louis Houston, il a 5 ampères. On fait pour atterrir. Je suis sur le seul stade. Il y a beaucoup de questions. Non, mais oui, non, mais déjà, peut-être ciblé, parce que la CNAM, dire je représente la CNAM, c'est un ensemble très vaste. Et pour dire rapidement, la décision de financement, la CNAM, sur les thérapeutiques, des soins, elle ne prend pas la décision, heureusement, des financeurs toute seule. Donc, c'est une construction qui repose, on va dire, sur un appareil démocratique qu'on connaît, sur un appareil administratif qui est l'État, et ensuite sur l'assurance maladie. Et ce que vient confier le législateur, pour être simple, c'est de pouvoir discuter avec des professionnels libéraux, de plus en plus dans des structures coordonnées, permettre les prises en charge que soulevait Sébastien, donc des professionnels qui n'ont pas forcément un ordre, qui n'ont pas forcément tout l'appareil institutionnel d'organisation, de structuration et de validation des compétences, et donc qui émergent de plus en plus dans le paysage. Donc, voilà, la CNAM a une partie de la réponse, et donc qui est sur la valeur des actes, la valorisation des actes, mais elle agit dans un cadre qui est construit. Alors, par contre, ce qu'elle peut faire, et nous, c'est ce qu'on fait, parce que nous, ici, là, je regarde mes collaborateurs, certains sont récemment arrivés, et qui ont en partie dans leur portefeuille, parce qu'on ne peut pas dédier des moyens entièrement à ça, mais les interventions non médicamenteuses. Nous, on travaille à la direction des assurés. Ce n'est pas la direction du financement. C'est la direction, d'ailleurs, à l'intérieur de la CNAM, on nous appelle la direction de la dépense. Et donc, c'était le principe, mais vous voyez bien qu'on a plein d'injonctions contradictoires. Si vous voulez, à la fois, on veut améliorer les prises en charge,
Et d'ici 13 juin, il paraîtrait qu'on aura un grand plan d'économie qui ferait de mal à personne, sauf voilà, qui chasserait la dépense inutile. Bon, voilà. Bon, on ne va pas entrer dans ce débat, on va revenir sur les INRM. Nous, ce qu'on essaye de faire depuis le départ, parce que très souvent, on est quand même un instrument de légitimation et on est amené à guider des assurés qui peuvent être des patients, qui peuvent être malades, qui peuvent ne pas l'être. On est amené à les guider dans le système et à essayer de s'assurer que justement cette fameuse dépense soit la plus qualitative et la plus légitime possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Grégory, parce qu'on voyait avec Grégory dans un domaine qui était nouveau, dans lequel il y avait des sujets de construction de légitimation. Il y avait un travail qui s'organisait, qui se structurait, et que nous, on a connu. C'est ce que vous soulignez, c'est qu'à une époque, il y a 20 ans, le sujet, c'était sur la médecine elle-même. C'était la construction des recommandations, c'était tout le travail de l'autorité de santé, c'était un peu la sélection du soin, et nous, on essaie d'ajouter au meilleur coût. Là, quelque part, c'est cette démarche qu'on produit. Et donc, notre contribution, là, pour l'instant, elle est beaucoup en industrie. C'est-à-dire qu'on très régulièrement, on rencontre avec Grégory et ses équipes. J'ai dédié des moyens pour essayer de faire rentrer ça dans le système que je vous ai évoqué activement, de le faire reconnaître et d'avoir une vraie légitimité sur le sujet. Alors, il y a effectivement, il y a des espaces où on trouve des financements pour être plus concret. Bon, on a un exemple qui n'est pas directement sur notre sujet, mais la prise en charge de mon soutien psy, c'est une profession en hogue, alors qu'elle n'avait pas besoin de monde pour vivre, hein, qui a fait ses preuves par elle-même. Ce n'est pas une profession sanitaire, elle n'a pas d'ordre, et pourtant c'est une intervention non médicamenteuse, et dont on a essayé d'ailleurs de démontrer qu'elle était soit une alternative, soit un complément à des prises en charge médicamenteuses. Bon, on voit, on a réussi à construire des choses, il y a un financement, d'ailleurs l'État a beaucoup poussé. On voit que d'ailleurs, il faut savoir comment s'impliquer sans avoir tous les éléments, mais qu'ensuite, il faut être en co-construction permanente pour essayer de vraiment construire une validité. Et une validité qui est à la fois intrinsèque au sujet dont on parle, mais aussi vis-à-vis des autres professions. Si je prends toujours la psychologie, je ne vais pas révéler les secrets, mais les psychiatres disent « Ah, le psychologue, est-ce que vraiment ?» D'ailleurs, les psychologues disent « Ah, est-ce que les psychiatres, vraiment ?» Et puis tout d'un coup, on a un médecin généraliste qui dit « Mais en fait, c'est nous qui faisons le boulot. » Bon, voilà. Nous, on est au milieu de ça. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même du vrai. Et on essaye de construire là un ensemble. Et c'est deuxième sujet sur lequel je vais insister. Pour nous, les interventions non médicamenteuses, ça doit se construire dans des parcours, sur des sujets donnés, et qu'on s'interroge sur une gradation des soins. Et sur la place quand même, alors c'est là peut-être ça va rassurer ou pas Sébastien, nous on pense quand même qu'un diagnostic médical est un peu pivot, et que c'est derrière ça qu'un certain nombre de choses doivent s'enchaîner, se construire, et qu'il doit y avoir de la circulation d'informations pour s'assurer vraiment d'une prise en charge du patient, le mot est à la mode, holistique, et qu'il y ait du retour d'information pour voilà, s'assurer de la qualité déjà d'un parcours d'un patient et individuellement. Et puis après, ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation, et donc recueillir de la donnée, on en a beaucoup parlé, l'IA peut aider, pour là avoir de l'évaluation à un niveau populationnel et pouvoir convaincre notre financeur. Voilà, je n'irai pas plus loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça vous donne un peu des grands repères sur notre approche. Vous voulez réagir, je sens que M. Roger et Mme Simonel, vous voulez réagir. Oui, justement, c'est sur des parcours coordonnés, mais ce que l'on peut constater aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a un peu de cholestérol, le médecin généraliste va marquer une statine, on va faire baisser le cholestérol, jamais il va l'envoyer faire de l'activité, avoir un diététicien, alors que le diététicien, c'est essentiel de ne pas prendre des statines derrière et dépenser énormément d'argent, Oui. alors que si on remboursait une activité physique adaptée, et on l'a vu avec Garde ton Cap, c'est quand même une action pilote de la CNAM. Garde ton Cap, c'est la gestion des enfants qui sont identifiés en surpoids pour ne pas qu'ils basculent dans l'obésité. Et comment ça marche? Ça marche sur un parcours coordonné avec un médecin généraliste, un diététicien, de la nutrition, de l'activité physique adaptée et de psychologue. Et ça marche. Et c'est évalué. Donc là, on a une idée pour financer derrière des soins de support et en oncologie. C'est très facile à faire.
On sait très bien qu'en fonction des cancers et des limitations, il faut de la kinésithérapie, de l'activité adaptée, avec tel type de diplôme, c'est référencé au niveau de la loi. Ça, c'est acté, c'est référencé. Mais après, on sait que la psychologue, là, maintenant, il y a l'accès à la psy. Oui, mais ça, bon. Voilà, ça monte, Pas mal. Oui. Et après, de dire la diététique, quand on a des chimios, qu'on ne peut plus rien manger, est-ce qu'on n'a pas intérêt, plutôt que de perdre du poids, de ne pas pouvoir être traité, d'avoir une diététicienne qui accompagne les personnes? Et pourtant, ce n'est pas remboursé. Alors, dans un parcours coordonné, je crois qu'on peut quand même identifier le nécessaire et avoir, genre, article 51, et de les mettre dans le droit commun. Alors, justement, article 51, on est dans une phase où on a un certain nombre d'expérimentations qui rentrent dans le droit commun. Donc, on a vu sur l'APA récemment avec le comité technique qui a prévu la généralisation. Et je pense que sur ces autres thématiques, ça va développer. Alors, le grand sujet, ça va être rémunération forfaitaire, rémunération à l'acte. Comment? Parce que une fois qu'on est avec les professionnels, hein, chacun dit c'est moi qui apporte le plus dans la chaîne de valeur. Donc c'est ça qu'il faut arriver à construire cet équilibre. Et je pense que d'ailleurs, le plaidoyer des associations de patients sont assez déterminants parce que quelque part, ils redonnent une vérité, ils redonnent le point central de tout ça. Alors, l'article 51, c'est bon. Et moi, ce que je constate, et je pense que vous avez certainement constaté là, c'est que là, du coup, on va agir en silo, c'est-à-dire pathologie par pathologie. Vous prenez le cancer, il y a eu un certain nombre d'évaluations, tout élément fréquent de l'enseignement de la fête. Sur la maladie d'Alzheimer, pareil. Donc, si on fait les articles 51, ça va être très pathologie par pathologie. Ou sinon, de la prévention. Comment on passe à une généralisation? Alors, on a d'abord sur l'article 51, c'est des promoteurs qui arrivent avec ça. Ce n'est pas un principe de l'article 51. Il y a quand même des articles. Oui, il y a des articles 51 qui sont plus populationnels, comme par exemple sur la prévention des personnes âgées. Mais on voit, voilà. Donc, ICOP qui trouve sa généralisation presque trop rapide pour la loi. Mais on essaye. J'ai aussi ça dans mon département, c'est pour ça que je vais partir tout de suite. Et donc, on voit quand même que là, de plus en plus, on a des approches plus populationnelles et plus holistiques. Après, c'est vrai que les équipes, on a choisi une approche assez territoriale avec les équipes, et donc on a des sujets, c'est vrai, on avait un atelier de capitalisation sur les personnes âgées, il y avait des expérimentations sur la nutrition. Oui, c'est un sujet important, mais c'est vrai qu'on se dit qu'on généralise ça, on s'occupe de la nutrition, très bien, et il y a plein d'autres problématiques sur la personne âgée. Et ça, je pense que c'est le boulot des institutionnels, parce que le mien, là, je porte tout la charge des institutions, mais c'est effectivement vraiment de construire des prises en charge globales avec l'ensemble des prestations qui sont nécessaires à des soins de qualité et au fait que la soin. Mais les ARS ont leur rôle aussi avec justement la commission des financeurs. Et ce que vous disiez, M. Leroux, votre rôle, vous, dans ce sens de comment faire pour faire qu'il n'y ait pas une dilution ou un saupoudrage sur des INL qui n'en fait pas, en fait. Absolument. Ces différents financeurs, elles sont différentes cette année. Et on est en train de préparer, alors on est peut-être encore un peu loin de cet objectif qu'évoquait Grégory Mignot, c'est-à-dire une INM caractérisée par un code unique, etc. Mais le chemin que engage dès cette année, c'est d'identifier justement, peut-être pour préparer d'ailleurs, pour accompagner cette généralisation d'ICOP, c'est-à-dire avoir de l'offre en aval, on a pardon, du repérage, c'est de dire à ces commissions des financeurs, le binôme conseil départemental et RS, il y a peut-être des grands sujets qui sont prioritaires et sur lesquels il faut prioriser, sur lesquels il faut mettre davantage d'argent qu'il n'y en a aujourd'hui. Et on a, nous, identifié, voilà, c'est pour identifier des grands sujets, je vous connais ici, mais l'activité physique, la nutrition, l'audition, la vue et la cognition. On a ça dès cette année, identifié comme un autre jargon, c'est une thématique prioritaire, c'est des actions qui repèrent depuis le début de l'année 2025. Cette commission des financeurs leur a dit, à partir de 2026, c'est des grandes thématiques sur lesquelles on va vous demander de mettre progressivement davantage d'argent que sur d'autres qui ne sont pas inutiles, mais qui semblent peut-être accessoires, eu égard aux grandes priorités qu'il peut y avoir par ailleurs. Donc ça, c'est aussi un des sujets qu'on adresse à travers ce centre
de ressources et de preuves, et à partir de différents moyens qu'on met à disposition de ces financeurs locaux, de ces opérateurs d'ailleurs aussi. Cette spécificité de ce fonctionnement de cette émission de financeurs, c'est que les opérateurs de notre offre sont à l'initiative des actions qui sont proposées. Et si on n'agit pas sur les deux, c'est-à-dire on donne des clés à ceux qui font, ceux qui proposent, pour proposer des actions qui sont efficaces, et si on ne donne pas en face des clés aux financeurs pour les identifier et leur dire, eh bien, à financement égal, l'argent est plus utile, a plus d'impact si vous le mettez ici. Et on a raté le pari, et nous, on aussi pour que dans ce duo, dans ce binôme financeur-opérateur, on ait une attention toute particulière en direction du public, parce que de notre point de vue aussi, il faut que les destinataires de ces actions de prévention soient ceux qui en ont le plus besoin, et c'est là où on potentialise l'impact de cette politique publique avec ce tube financeur, opérateur et public. Je vais faire un peu de la provoque, mais on parle beaucoup de prévention. On est quand même vérifié sur le fait que le ministère de la Santé a supprimé le mot prévention dans son titre. C'est quand même un signe fort à une période où on généralisait ICOP. Alors, en fait, effectivement, on peut encore douter de son efficacité à part en tête, etc. On est tous convaincus de cette table, d'une façon générale, même chaque politique, chaque ministre qu'on a pu rencontrer est convaincu de la nécessité de la prévention. Et je trouve que le fait d'avoir supprimé le terme prévention, effectivement, est un peu du travail. Je referme la parenthèse. Je pense que, Monsieur Roger, je pense que vous partagez tout ce que vous dites, mais qu'il y a aussi d'autres enjeux qui vous tiennent à cœur de souligner, dont la méconnaissance, effectivement, et par le bachelier et par le corps médical, peut-être les professionnels. Oui. Moi, je vais dire, moi, je représente pro BTP. Dans le nom, il y a le terme BTP. Et je ne pas personne que c'est une profession physique. Elle est un petit peu exigeante. Quand on a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans ou 35 ans sur les chantiers, mais il arrive parfois qu'on ait des phénomènes d'usure physique, etc., qui provoquent plus de recours au système de santé. Sébastien doit en rencontrer ou a dû en rencontrer dans sa vie professionnelle, quelques-uns. Et ce qu'on peut observer, puisque en fait, je voulais dire, nous, on est l'émanation de cette profession. Pour BTP, c'est un organisme paritaire, donc géré par les employeurs et les salariés. Ce qu'on constate, c'est que derrière, il y a besoin d'accompagnement. On a beaucoup parlé de principe. On a beaucoup vu monter aussi en puissance, les professions qui ne sont pas des professions de santé, mais de l'accompagnement derrière, c'est tout ce qui est ostéopathie. Quand on couvre en complémentaire santé, on trouve la famille. Vous avez parlé de diététique tout à l'heure. Les diététiciens, on les voit beaucoup. Alors, pas trop sur les gens sur les chantiers. Je fais des caricatures dans ce que je donne comme image. Vous comprenez que c'est caricatural, c'est pas de 100%. Mais quand on a une activité physique, on a moins de problèmes de poids que la moyenne des Français. En revanche, chez les enfants et dans la famille, oui, on retrouve ces problèmes-là. Et puis, on a pu constater aussi que sur un certain nombre de soins, d'accompagnement, l'acupuncture, ce sont des choses qui existent. Alors, tout ça, on l'appelle, nous, dans un autre jargon, on l'appelle médecine douce. Mais on finance ces métiers. On voit dans nos comptes de résultats qu'ils augmentent, qu'ils progressent année après année. On dit souvent que les complémentaires sont trop chers. Et c'est vrai. Et au contraire. Après, on pourrait avoir une autre table ronde pour savoir pourquoi elles sont aussi chères. Je ne sais pas si c'est dans le débat. Je ne serai pas là. Je vous explique 15 secondes. Juste dans ce qu'on a chez nous, on a plus de taxes que de prélèvements pour nos frais de gestion. Mais je ferme la parenthèse, ce n'est pas le débat. Il y a 15% de taxes, il y a 10% de frais de gestion. Vous faites le calcul, ça me fait. Bon, mais je ferme sa parenthèse, ce n'est pas l'objet de la table ronde. Ce que je voulais dire, c'est que toutes ces professions, enfin, toutes ces demandes, on les traite, puisque quand elles nous sont demandées, elles sont là. Un facteur d'étonnement, je ne veux pas être trop long, mais un facteur d'étonnement, il y avait un rapport d'un sénateur au mois de septembre dernier, qui disait qu'il faudrait interdire dans les complémentaires, ou le rendre non responsable, mais ça revient de fait à interdire le remboursement de l'ostéopathie. Oui, mais est-ce que c'est dans l'intérêt des patients, en tout cas? Est-ce que derrière, ça n'aurait pas... Probablement. Alors, moi, ça ne me choque pas.
Et je reviendrai quand elle sera une machine spéciale, en fait. Voilà, pas qu'on en Mais je pense qu'il faut évaluer. Il faut évaluer. Et c'est là où je veux en On venir. fait bien l'effet de mode sociétal, en fait. C'est exactement là où je veux en venir. Il suffit un C'est que quand on a des choses qui sont marginales, on finance du besoin d'accompagnement, mais c'est pas de la demande. Il finance de la demande. Et c'est tout le problème. Je Finance de la demande. vais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces demandes, elles vont augmenter. Et que le recours à l'ensemble de ce que j'appelle médecine douce augmente. Quand il augmente, on rentre dans quelque chose qui est de dire il faut qu'on rentre dans de la normalisation, dans de la procédurisation, dans de l'évaluation de la qualité et, je vais utiliser un terme qui n'est pas approprié, mais vous allez comprendre, qui est aussi de la prescription. Et en fait, on se retrouve dans tous ces domaines, dans quelque chose où on a une compétence qui existe, que l'on finance, que l'on solvabilise, mais dont on se rend compte qu'elle a besoin de rentrer dans un processus de normalisation. Les professionnels de santé ont leur rôle à jouer en amont, les financeurs ont leur rôle à jouer en aval, mais derrière des structures expertes et compétentes qui permettent d'évaluer. Donc là, ça renvoie effectivement à la formation, à l'évaluation et à la diffusion des bonnes pratiques. Est-ce que du coup, on ne se trompe pas d'enjeu en accent sur le financement en pionnier plutôt que effectivement sur l'évaluation, sur la formation et la nécessité? Si je prends les. Non, mais je pense que c'est deux choses qui peuvent avancer en même temps, mais je pense que ce qu'on souligne là est hyper important pour avoir un financement pérenne. Complètement. Et bien ciblé. Si on prend par exemple le cas des personnes âgées et de l'écoute cognitive, on en parlait tout à l'heure avec les collègues qui. Aujourd'hui, la prescription bien-être envers les personnes pour des difficultés cognitives, ce n'est pas une question. 98% des neurologues et des gériatres en prescrivent. Le problème, c'est qu'ils ne prescrivent pas une ILM. Ils prescrivent de la kiné, de l'orthogénie, de la psychologie. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prescrire de la stimulation cognitive, de la PAS, etc. Et c'est là qu'il y a des problèmes parce que la problématique se rencontre. Pas de sensibilité, pas de possibilité de trouver un médecin. Donc, forcément, ils s'orientent vers des personnes qui ont la belle faire, qui ont étudié sur la porte. Le problème, c'est que dans les structures qui accueillent ces personnes âgées, vous allez avoir des ergothérapeutes, des orthophonistes, mais qui ne sont pas forcément formés à la faculté des DNS. Alors, certes, comme je vous le disais, tout est une question du dosage. On améliore la qualité de vie de la personne en plantant une tulipe dans le magasin, mais ce n'est pas une NF. Donc, il y a vraiment une problématique de formation. Et le troisième, c'est que de toute façon, ces structures qui accueillent les personnes autistiques n'ont pas les moyens financiers de payer les personnes qui sont au niveau de table d'intervention médicale. Alors, je vais vous donner un exemple qui m'a un peu frappé justement par rapport aux IML. C'est une évaluation d'un anxiolytique, une période de la vie déterminée. Et dans cette évaluation, il y avait le médicament dans un bras contrôle placebo, pas de médicament. Voilà. Et dans ce bras contrôle, on ne savait pas, et ça me paraît être surréaliste, si les personnes étaient accompagnées, oui ou non, en TCC, en psychologie de vie. Et là, on disait, ah ben oui, mais la différence, elle n'est pas franchement, bon, on n'a pas pris. Mais la différence était, mais on n'avait pas cette donnée. Donc, ça me paraît être quand même complètement délirant. Parce que le placebo, ce n'est pas une ILM, justement, et il y a une action. Ne serait-ce que la méditation de pleine conscience. J'ai fait un DU pour comprendre, un DU à l'UFR Santé, sur le BCT, cognitif, sur la méditation cognitive. Et honnêtement, les preuves scientifiques sont là, et en étant sur l'évaluation, j'ai comparé, et ça a été l'objet de mon mémoire en oncologie, comme soins de support, méditation de pleine conscience MBCT, et les preuves, le niveau de preuve est aussi probant qu'un médicament que l'on prend, SMR modéré et ASMR 5, et on les prend, et ils sont remboursés par la CNAM. Donc là, il y a quand même un enjeu majeur d'avoir une évaluation scientifique, mais une évaluation à l'HAS aussi qui soit comme le médicament sur ces pratiques-là. Il me semble, alors moi j'ai fait mon mémoire là-dessus et la preuve elle était là, donc voilà, les preuves sont là. Mais pourtant, voilà, et ça diminue la fatigue, l'anxiété, la consommation de barbiturique, ainsi que la consommation de barbiturique est un problème en France. Et
ordonnances avec 10 spécialités différentes, on ne sait pas ce que font les 10 médicaments ensemble sur la iatrogénie. Ça aussi, pour mettre 2 médicaments anticancéreux, il faut un essai clinique. Mais c'est ça. Donc là, clairement, je pense que dans la société savante humaine, je pense qu'il faut aller vers une évaluation avec des protocoles, il en a parlé, et essayer d'avancer là-dessus, parce que quand on voit la dépense, même d'un médicament SMR modéré à SMR5, comparé à un médicament très cher en oncologie, même s'il est moins cher, il est quand même très très cher. Voilà, c'est juste une réflexion d'efficience et de pertinence. On manque d'études économiques sur le gars, la pratique des Sur la société. complètement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mener. Alors, nous, au niveau des personnes âgées à recherche cognitive, on va donner, j'ai des groupes qui vont faire le lien, c'est un programme multidomaine dès l'apparition des premiers signes, éviterait, enfin, reculerait la maladie. On va pas éviter, parce qu'on les données scientifiques, etc. On parle beaucoup d'évaluation, mais cette évaluation, il faut la financer, évidemment. Et là, c'est une problématique. Comment vous, en tant que représentant du professionnel, vous pouvez agir à ce niveau-là, comment vous pouvez influencer les pouvoirs publics En stabilisant la valeur de l'enceinte, parce que Non, je ne vais pas prendre un joker, mais comme l'a dit Madame tout à l'heure, sur ce qui est très évalué, déjà remboursé, l'exemple du cancer du sein était absolument formidable. On n'arrive pas à justifier d'un acte quand la personne a un cancer bilatéral et qu'il faut la prendre là. On est à ce niveau-là de difficulté en fait vis-à-vis de nos institutions. Donc, des pistes de réflexion et des sujets sur lesquels on pourrait creuser, et notamment autour de la personne âgée, je veux dire, on a une liste rhétorique. Après, aujourd'hui, effectivement, lorsque vous êtes représentant des professionnels de santé, à part d'utiliser le filon article 51 dans lequel on puisse éventuellement s'engouffrer, eh ben, il n'en existe pas non plus. Et en sachant que l'article 51, il n'y a plus qu'un financement pour 160 programmes, je crois à peu près. Et avec tous les ça s'importe, parce que moi, enfin, je vois ce qu'a apporté l'article 51 malgré tout, mais je vois aussi tous les travers. C'est-à-dire que monter un joli protocole pluripro, parcours de soins, où c'est une équipe qui porte le projet, qui ont l'habitude de collaborer ensemble, mais qui se repose sur quelques individualités, sur un territoire, avec un financement super attractif. Ça marche à mort. Mais dès l'instant qu'il faut généraliser, on commence à changer les acteurs, et puis on se dit, le financeur commence à sortir la calculette et se dit, non mais attends, si je mets ce prix-là sur la table, ça ne marche pas. Et voilà. Et du coup, M. Leroux, ils ont tourné vers vous, peut-être que c'est quelque chose à ce niveau-là. Quand on passe d'un article 51 programme, ou d'une commission des financeurs et tout ça, de programme, à une généralisation, à une pérennisation du programme. Alors, si on prend le volume, enfin, le sujet d'évaluation, il est compliqué, particulièrement sur le champ de la prévention. Il y a le centre de ressources et de preuves, il est aujourd'hui pas dimensionné pour participer contribuer à ce sujet de l'évaluation. Les financements le permettent pas. Il y a quelques très gros projets d'évaluation, typiquement IHU Toulouse, qui évalue le programme ICOP. Là, on y participe. Et pour donner un idée, il y a plusieurs dizaines de filières d'actions de prévention qui sont tenues par les organismes financeurs chaque année. Et on a le plus grand mal à identifier parmi ces dizaines de milliers d'actions, des actions prometteuses, probantes. Il y en a très très peu finalement qui sont mis en œuvre. Donc nous, notre sujet, avant de se dire il faut qu'on évalue le plus possible les actions qui sont mises en œuvre, c'est plutôt de dire à ceux qui portent les actions, il y a quand même, la science aujourd'hui a déjà identifié un certain nombre de programmes qui ont fait leur preuve. Le sujet, c'est d'abord emparez-vous-en. Et il y aura moins d'enjeux d'évaluer ces actions. Si vous vous emparez des programmes qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, il y a moins d'enjeux à évaluer, en tout cas en termes d'impact, on a plus de garanties. Et on est en train d'identifier, pour ceux qui n'ont pas la capacité de s'emparer des programmes qui ont fait la preuve de leur efficacité, parce que le secteur s'est construit comme ça, c'est une politique très décentralisée, avec de très nombreux acteurs, très hétérogènes, des toutes petites structures, des structures beaucoup plus staffées. Et ça, on ne le changera pas. En tout cas, nous, on a pris
partie de ça, ça fait incident que cette politique publique elle s'expose comme ça, on n'arrivera pas à concentrer les moyens sur quelques très gros opérateurs qui déploient massivement les quelques programmes probants. C'est pas possible, ça se fera pas. Et ça aurait le travers de mettre de côté l'approche territoriale, qui est quand même une très grande vertu de cette programme industrielle financière. C'est-à-dire tout le territoire est quand même couvert, certes, par des actions très perspectives, mais elles ont mérite d'être faites. Là-dessus, c'est plutôt de dire comment on s'appuie sur tous ces acteurs et comment on les met en capacité de proposer des actions de prévention qui ont de l'impact, qui ont du sens, pas pour ceux qui le font, pour ceux qui participent, pour les personnes qui viennent de ces actions. On leur demande quand même la prévention de la perte d'autonomie, la meilleure santé. Il faut qu'ils soient obligés de ça. Et ensuite, il faut aussi que les financeurs disent que l'argent ait davantage d'impact. Donc, le sujet de l'évaluation, il était tellement. Ça nous semble très difficilement accessible auprès de manière industrielle et à l'échelle de. Donc, on se dit d'abord, la priorité, c'est s'appuyer sur ce qui existe, le faire connaître et mettre en situation les acteurs de s'en saisir. Non, rien, c'était juste pour préciser qu'il y avait là, dans la phase de l'article 51 entre les équipes enfin, c'est des équipes d'ailleurs qui sont communes, qui travaillent ensemble, de l'État et de la CNAM, il y a quand même un très gros travail là d'essayer quand même de regrouper un certain nombre de choses et d'en tirer des axes. À travers de la théorie de capitalisation, dans laquelle sont associés différents acteurs. Là, on en a eu un récemment sur les personnes âgées. Sur les personnes âgées, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que le bon sens devient une innovation. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le système est dans un tel état que des choses qui peuvent sembler évidentes dans l'organisation, moi j'ai travaillé aux établissements, enfin, voilà, le lien avec le microsocial et tout, on voit qu'il ne se passe pas, qu'il a besoin de passer par des individus de bonne volonté, par des sous-groupes, des petits groupes, ou l'approche territoriale. Alors moi, c'est vrai que par rapport à la manière dont j'ai été formé institutionnellement, il y a la question de l'universalité, il y a la question de l'égalité. Voilà. Je pense que les décideurs publics nationaux doivent quand même essayer, avec, vraiment tout à fait en compte ce que vous dites, de s'assurer qu'on habite à Nancy ou à Nevers ou à... voilà, on est à peu près, peut-être des prises en charge différentes, mais en tout cas quand même, qui arrivent à peu près au même résultat. Et aussi, j'ai envie de souligner cette question pour les personnes âgées, que la charge pour les aidants est la même. C'est quand même très central. Hein, je veux dire, s'il n'y avait pas les aidants en France, hein, et les aidants maintenant, ils ont la soixantaine, obligés de travailler, ils sont dans des situations de plus en plus compliquées. Il y a un peu de vécu chez moi, mais pas seulement, parce que je discute avec des gens de mon âge. Et on est tous, on se dit, là, on a encore 2-3 ans à faire, ça se dégrade beaucoup, hein, les parents ont passé 80 ans, c'est là où ça tombe. Et là, quand on entend le territoire, il y a ci, il y a ça, ben non, nous, on gère le bazar, on téléphone, on tombe sur des gens de bonne volonté, mais on voit qu'à minimal, l'égalité, c'est qu'au moins, il y a des systèmes d'information, pas au sens ici informatique, mais qui vous permettent de vous guider, de vous accompagner dans le système pour vous décharger. Il y avait une expérimentation là, dans l'atelier de capitalisation sur, alors là, c'est plus vraiment pour la perte d'autonomie ou le handicap, sur une aide au choix des équipements techniques pour un domicile. Et les gens me disaient, oh, ben non, ça ne fait pas partie du parcours, etc. Moi, j'ai dit, non, excusez-moi, mais quand vous vous retrouvez avec ça, vous devez vous démerder, vos parents ne sont plus en capacité cognitive de faire des vrais choix sans aller vraiment mal. Hein. Il y a toute la zone intermédiaire avant la perte d'autonomie, vous perdez un certain nombre de capacités. Là, tous ces appuis-là, ces accompagnements sont essentiels. Et c'est vrai qu'ils ont un certain coût, et c'est des coûts qui sont partagés entre les collectivités locales, entre la CNAM, à qui on demande beaucoup. Mais voilà, hein, il y a aussi, je pense, une coordination des financements. Alors, c'est le rôle de la conférence des financeurs, mais l'essentiel, les conseils départementaux, il y a un moment, et je ne dis pas qu'ils font mal, mais il y a un moment, il faut aussi qu'ils soient dans le niveau de prof qui demande à tout le monde. Alors, il faut faire un autre tableau. Les INM est bien fait auprès des élèves. Je pense que toutes les catégories en circuit, c'est populationnel. Pardon, je vous ai interrompu. Ouais, une des premières choses qu'on a fait, donc sans de cette preuve, c'est vraiment très récent.
la préfiguration en 2023 et dès 2024, on a fait un petit, donc 2023, on fait les lieux et on se rend compte que la quasi-totalité des appels à projets des conférences de financement sont construits autour de ce terme de l'innovation. Et la première des choses qu'on a dit, donc on a réuni tous les référents dans les conseils départementaux à la CNSA et on leur a dit arrêtez, l'innovation, c'est pour tout un tas de raisons. Ça ne fonctionne pas. Il faut concentrer les financements sur les actions qui favorisent l'adoption durable de comportements favorables à la santé et la lutte contre l'inégalité sociale et territoriale. Donc depuis 2024, c'est vrai qu'on pousse très fortement tous les conseils départementaux à orienter les financements vers cette doctrine de financement. Et ce terme de l'innovation, c'est vrai que ça épuisait tout le monde et c'était un non-sens puisque cette innovation, pour rejoindre le sujet de l'évaluation, elle n'était jamais évaluée. Il n'y avait aucune possibilité pour qui que ce soit de capitaliser sur ces innovations qui bien souvent n'en étaient pas, ce qui est le même projet renommé. Donc voilà, ça a du sens, ça épuisait tout le monde et les financeurs et les opérateurs. Donc l'enjeu, c'était d'abord de revenir à ce qui fonctionne, de prioriser les efforts collectifs, autant de ceux qui font que ceux qui financent sur ce qui fonctionne. Alors, juste avant de vous donner la parole pour le dernier mot, je vois qu'on me fait des gros yeux parce qu'il est l'heure d'arrêter. Il y a Grégory qui veut intervenir, tu m'autorises à... Non. Le maître des horloges. C'est parce qu'on enchaîne sur la parole. Il y a des gens qui attendent. C'est une question quand même très importante. Alors, vous m'avez cité, c'est fort aimable, mais vraiment merci d'être là parce qu'en fait, on est en train de fabriquer une chaîne de valeur entre la recherche et la pratique. Et je voudrais bien insister que la FBIS est une société savante qui collabore avec 32 sociétés savantes, avec les autorités, et qu'on est là effectivement pour informer des bonnes pratiques des interventions médicamenteuses, mais pas de toutes les pratiques. Et que véritablement, on serait efficace au niveau-là. C'est vous qui décidez, c'est les professionnels de santé qui vont examiner, évaluer, diagnostiquer, recommander, aider à la décision, et ensuite, il y a des opérateurs qui vont effectivement faire ces interventions. Donc, on est là pour informer sur des bonnes pratiques, qu'après, en région, en contexte rural, en contexte urbain, il va y avoir des ajustements à faire par rapport à la norme que la science recommande. Mais tout l'enjeu, c'est effectivement de ne pas se tromper. Et il faut que les laboratoires de recherche fassent ces combinaisons et puis il y a un travail à faire. Encore une fois, quand on n'aura pas tracé ces interventions, on n'arrivera pas à les combiner de façon intelligente. Donc il faut qu'on combine. Et donc ma question, elle est très rapide et vous allez répondre rapidement. Le ministre de la Santé l'a dit, lutter contre la désinformation en santé est un sujet majeur, mais agir pour l'information en santé, vous disiez la lutte quand même, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et là, quand vous parlez encore de médecine douce ou de soins de support, dans les soins de support dans le cancer, il y a de la chirurgie. Dans les soins de support du cancer, vous avez employé médecine douce, ainsi de suite. Est-ce que vous ne pourriez pas nous aider, entre guillemets, collectivement, et vous le faites, et on est ravis d'utiliser le Moyen-Âge. Mais on a un vrai et une véritable ambition commune à créer une culture du monde INM. On a le monde INW, pour tous nous autres, le monde, il faut pourquoi pas arriver à ce que ce mot soit utilisé à bon escient. Il existe des pratiques non conventionnelles qui méritent d'être évaluées parce qu'on a créé une démarche collective, collaborative qu'on va porter à l'OMS, mais je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui de dire le mot INM. Et peut-être que dans les communications, j'ai vu la MSN qui disait des choses absolument terribles sur les médicaments et en disant bon, vous pouvez faire les pratiques psychologiques que vous voulez, l'activité physique que vous voulez, mais en revanche, faites attention parce que le médicament, c'est dangereux, il n'y a que le médicament qui est dangereux. C'est une aberration. Il y a autant de danger à des INM mal faites qu'à des médicaments. Je pense que, voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être des demandes à ce niveau-là de communiquer avec le même pour avancer. C'est essentiel ce que Philippe, pardon, Grégory, mais pour pouvoir communiquer sur le mot, il faut qu'il soit compris. Oui. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il ne l'est pas complètement. On a besoin de savoir ce qu'il faut derrière. Et pour changer les choses, et je partage complètement ce que tu dis sur le sujet dont vous auriez t'en parler, et on était présents à cette même réunion, donc tu vois très bien ce à quoi je fais allusion. Mais pour que ça marche, il faut qu'en face, on ait des gens qui aient du courage politique, et notamment pour changer les croyances sociétales. Je rebouche sur le sujet de l'ostéopathie. Quand on voit ce qu'il a fallu mettre sur la table pour converser l'homéopathie, je veux dire, c'est le kilo de sucre le plus cher au monde. Ben, il y a encore du boulot, la route est longue.
Mais bon, pour que ce soit d'accord. Tu me branches et puis moi je fais le tour avec toi.